Très bien. Donc, je m'appelle Yann Guégan, je suis journaliste au site d'information Rue 89, que vous connaissez peut-être un peu déjà. À Rue 89, je m'occupe de pas mal de choses, de la mise en ligne des articles, de la gestion de la page d'accueil, donc le choix des titres, des photos, la réécriture, les coupes éventuelles. Mais je m'occupe aussi des relations avec la communauté, avec les internautes, donc les différends qu'il peut y avoir, les problèmes de compte ou de passe, et plus généralement la médiation entre l'équipe de journalistes et la bande d'internautes habitués, plus ou moins habitués, plus ou moins assidus, on va dire. Ma dernière casquette, c'est la gestion des projets et les évolutions à venir du site, à la fois sur le web et sur le mobile. Je ne vais pas détailler tout ça, hein, ce n'est pas l'objectif ici, mais disons que dans toutes ces missions, tous ces rôles que j'ai, il y a une part importante qui est une part de veille, et de veille active sur l'arrivée des nouveaux outils qui peuvent concerner l'information sur le web et qui peuvent nous concerner nous directement à Rue 89. Quand je dis veille active, ça veut dire connaître, découvrir et tester ces outils et puis voir s'il n'y a pas moyen, à un moment ou à un autre, de les utiliser de façon journalistique dans notre pratique. C'est pour ça qu'on aura l'occasion comme ça de voir quelques choses que j'ai pu bricoler, qu'on a pu faire à Rue 89. En revanche, je ne vous promets pas de démonstration spectaculaire ou de prospective à long terme, des choses très, très bluffantes, très waouh, que vous avez pu voir peut-être dans les autres, avec les autres intervenants, ne serait-ce qu'avec les robots à l'instant. En fait, le changement de paradigme dont il est question ici, dans le monde du journalisme, dans le monde des médias, ce changement de paradigme, il n'est pas vraiment technologique, il n'est pas en tout cas uniquement technologique. Et si j'essaie de le qualifier juste pour faire une petite introduction, je dirais qu'il est psychologique d'abord. Pourquoi cette révolution, ce changement, il est psychologique? Parce que ce qui est en jeu là, c'est un nouveau rapport au lecteur et un nouveau rapport au public. C'est-à-dire que la verticalité qu'on connaît, c'est-à-dire un émetteur et ensuite des récepteurs, un peu dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je suis moi l'émetteur et vous êtes le récepteur, cette verticalité, ça donne la place à ce qu'on appelle de l'horizontalité, ou disons que il y a une dose d'horizontalité plus grande qui naît, et l'horizontalité, ça veut dire la participation du public, des internautes, qui va lui-même faire circuler des liens, signaler des informations, mais je reviendrai là-dessus un peu plus en détail au début de mon intervention. Donc c'est la fin de débat, la fin d'intervention qu'on a vu tout à l'heure, où tout d'un coup, dans le public, les gens commençaient à émettre eux aussi des avis, eux aussi des hypothèses. Et bien ça, c'est ce qu'on vit tous les jours aujourd'hui dans les sites d'information, via par exemple le système de commentaires. Donc verticalité qui cède le pas à de l'horizontalité, la diffusion d'informations qui cède le pas à la conversation. Hein, on ne demande plus aujourd'hui à un journaliste d'être simplement là pour donner une vérité et expliquer la position, expliquer l'information qu'il entend donner. On lui demande de plus en plus de participer à une conversation, notamment dans le système de commentaires, ou dans les forums, ou sur Twitter, ou sur Facebook, etc., à être réactif, à répondre aux questions des gens. Il y a des tas d'outils comme ça qui permettent cette conversation. En bref, on arrive à on passe... Pardon. Pour terminer, on passe à ce changement psychologique, aussi pour le lecteur, puisqu'il passe d'une situation de consommation, où il reçoit l'information de manière passive, typiquement le moyen de 20 heures de TF1, qui est l'outil principal d'information de masse, en tout cas en France, et les autres journaux télévisés avec. Et sur le web, avec ces nouvelles technologies, la montée en puissance du numérique, on a des internautes de plus en plus actifs, de plus en plus exigeants, donc complètement différents de la personne qui est assise sur son canapé. Voilà pour le premier élément de cette révolution, de ce changement de paradigme dans le monde journalistique. Le deuxième qualificatif que je voulais utiliser, c'était progressif. Parce que tout ça, ce n'est pas fait ce basculement ne se fait pas de façon uniforme partout. Concrètement, les méthodes de travail d'un journaliste qui travaille pour le site web d'un quotidien national, par exemple Le Monde ou Libération, ces méthodes de travail ont complètement changé en 10 ans. Aujourd'hui, il fait un travail plus riche que simplement la reprise de dépêches. Il fait, comme je le disais tout à l'heure, intervenir plus l'internaute. En revanche, si vous prenez les méthodes de travail des journalistes télé, elles ont globalement assez peu changé. Les sources d'information ont changé. Heureusement, ils sont quand même connectés à Internet, ils voient ce qui se passe dans le monde, mais ça bouge pas. Même chose pour ce qu'on appelle un localier, c'est-à-dire un journaliste de la presse régionale, par exemple, la presse locale. Pour lui, le quotidien a assez peu évolué depuis 10 ans.
Et enfin, le dernier adjectif pour qualifier ce changement de paradigme, c'est douloureux, parce que c'est un peu comme ce qu'on a pu voir dans le secteur de la musique, dans le secteur de la photo, dans le secteur du commerce. Le monde numérique chasse le monde analogique, et ça se passe dans la douleur pour beaucoup de journalistes qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas, par exemple, été formés. Il faut savoir qu'en France, les journalistes ne sont jamais formés, enfin, toute une grande partie des journalistes ne reçoit pas de formation continue lors de son cursus, ou quand ils en ont, c'est des choses très mal adaptées. C'est un vrai problème, je trouve, de la profession qu'on connaît assez peu. Donc il y a des titres qui disparaissent, vous voyez la Tribune qui est aujourd'hui le deuxième quotidien économique français et qui est aujourd'hui en vente, mais personne n'en veut, donc dans quelques mois pourrait bien avoir disparu. François, qui est aussi encore une nouvelle fois au bord du dépôt de bilan. Donc ça, ce sont des titres historiques qui disparaissent, mais il y a aussi des aventures nouvelles qui avortent. Récemment, la fin d'un journal qui s'appelle Bakshish, que vous avez peut-être qui a annoncé qui a sorti son dernier numéro cette semaine. Donc c'est une vraie crise, c'est pas simplement waouh, youpi, on a des nouveaux outils, on a de nouvelles choses, c'est quelque chose qui est vécu très durement par toute une partie. Alors en revanche, il y a une vraie différence de perception de ces bouleversements dont je vais parler, entre des gens qui la font, qui participent et qui en profitent, comme moi, très concrètement à mon poste aujourd'hui, et ceux qui la subissent parce qu'ils sont dans d'anciens médias. Quand je fais une soirée avec des collègues de presse écrite, parce que moi je viens de la presse écrite, je travaille avec les 3-9 depuis 3 ans et demi, mais avant je travaillais pendant 6 ou 7 ans en presse écrite. Quand je fais une soirée avec des collègues de presse écrite, très clairement, si le sujet de conversation c'est la profession, la déprime est générale. C'est-à-dire on n'a pas suivi, on n'a plus de moyens, on n'a plus de lecteurs, on ne peut plus faire de reportages, on ne peut plus faire d'enquête, on ne peut plus acheter de photos. Enfin, il y a une vraie déprime pour tous les gens qui travaillent aujourd'hui en presse écrite. Vous allez faire une soirée avec des gens du web, vous tombez déjà sur des gens plus jeunes, et qui sont plus ouverts à tous ces outils. Et eux, par contre, ont une vraie envie, alors parfois bridée parce que manque de moyens, parce que manque d'écoute de la part de leur direction, enfin une vraie envie, et en gros on sent que ces gens-là se disent l'avenir nous appartient. Ils n'ont pas tort. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction, mais comme moi je suis plus un praticien qu'un théoricien, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas quelqu'un qui étudie un sujet de l'extérieur, je suis plus un témoin ici qu'un expert. Je vais pas vous faire subir un exposé dont je serais bien, enfin un exposé complet sur ce que les nouvelles technologies, en quoi les nouvelles technologies impactent le journaliste. Je vais juste isoler 4 thèmes et puis répondre ensuite à vos questions pour vous donner quand même esquisser quelques enseignements qu'on peut tirer de cette révolution. Le premier thème dont je voulais parler, et j'ai déjà commencé à l'effleurer, c'est la participation des internautes. Le dernier exemple qui me vient en tête et qui était vraiment frappant, c'était cette semaine la chute du régime de Ben Ali en Tunisie. Peut-être que vous avez regardé les chaînes d'information à ce moment-là. Donc c'est des moments où on arrive dans un dispositif qu'on appelle le breaking news, en anglais. Par exemple, lors d'un tremblement de terre ou lors d'un attentat. L'antenne est entièrement dévolue à l'événement, on arrête la météo, on arrête la météo, on la passe quand même, on arrête le journal des sports, on arrête ce genre de choses, et vous avez en plateau des experts. Et là, sur e-télévision, au moment où Ben Ali prenait l'avion pour fuir son pays, où le Premier ministre prenait la parole sur la télévision nationale pour dire qu'il assurait l'intérim, vous aviez en plateau, non pas un universitaire, non pas un journaliste spécialisé, un ancien grand reporter, quelque chose comme ça. Vous aviez qui? Vous aviez une jeune fille qui s'appelle, je vais retrouver son nom, pardon, Amina Yayaoui, qui est présentée comme cyber-activiste. Et en fait, cette fille, avec son téléphone portable, son smartphone, qui était sous la table du studio, elle informait les journalistes, l'ensemble du plateau, de ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'en tant que cyberactiviste, elle est évidemment abonnée à un paquet de fils Twitter, d'amis Facebook et compagnie. Et rien qu'avec son téléphone portable, elle était capable quelque part damer le pion à toute une rédaction. Voilà son compte Twitter. Vous allez avoir comme ça, si on regarde un petit peu, pas mal d'infos qui circulent. Les mots d'ordre, à l'arrière, c'est quelqu'un d'engagé, c'est pas quelqu'un qui est extérieur à l'événement, qui au contraire vit pleinement l'événement. Et il y aura des choses assez personnelles sur son émotion, etc.
Mais ce qui était vraiment frappant dans le dispositif, je n'ai pas fait de capture d'écran, mais ce sont des scènes qu'on va revoir, c'est qu'elle prenait le pas sur l'équipe journalistique. Elle le prenait même dans quelque chose qui est pourtant plutôt dévolu aux journalistes, dans le processus de validation et de tri de l'information. Parce que dans le cas comme ça d'un coup d'État, enfin, d'une révolte populaire, il y a énormément de rumeurs qui circulent, énormément de bruit, comme on dit, en termes d'analyse de l'information. Beaucoup de choses qu'il faut trier, et ça, elle le faisait en direct, de façon assez naturelle, sur le plateau, en vous disant, ben voilà, je lis ici et là que, par exemple, Ben Ali se serait réfugié en Sicile, mais c'est une information à prendre avec précaution, j'essaye d'en savoir plus, ou au contraire, à un moment, elle disait, j'ai de bonnes sources, des gens qui me disent que tel supermarché appartenant à la famille de Ben Ali a été pillé à tel endroit. Voilà. Donc elle faisait ce travail de validation elle-même, par habitude, parce que dans un pays où l'information était verrouillée par le pouvoir, les activistes, ceux qui veulent, les historiens qui veulent s'informer, prennent l'habitude comme ça de jauger de la fiabilité d'une information. Donc ça, c'est révélateur du rôle qui est joué par tous les réseaux sociaux, et notamment Facebook et Twitter, qui sont les deux réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, du rôle joué par ces réseaux sociaux dans les gros événements, que ce soit un tremblement de terre à Haïti, la révolte en Iran, les attentats à Bombay, on y reviendra si vous voulez. Et le point commun de ces situations, c'est qu'il y a une multitude d'infos, de rumeurs, d'alertes, d'appels à la mobilisation parfois, et des cas aussi où le relais médiatique est impossible. Concrètement, tremblement de terre à Haïti, il n'y a pas de journalistes français ou occidentaux sur place pendant les premières heures. Donc finalement, les seules sources d'informations qui arrivent au compte-gouttes, parce qu'avec le problème de l'alimentation en électricité et évidemment de réseaux tous interrompus par le tremblement de terre, les seules infos qui arrivent au compte-gouttes, c'est celles qui passent par les réseaux sociaux. Autre exemple de ça, qui est plus célèbre même, voilà un tweet que je voulais vous montrer. Alors un tweet qui est attaché avec une photo. C'est un Américain qui allait au travail chez lui à New York et qui prenait le ferry pour se rendre à son travail. Et en fait, il constate à un moment que le ferry se dévie de sa route habituelle. Il sort son appareil photo, son smartphone encore une fois, et il va prendre une photo de l'avion qui a réussi à atterrir, non, mais à atterrir sur l'Hudson. Il envoie ça, et juste après, il envoie ce tweet qui va le propulser dans la planète médiatique, et aujourd'hui c'est quelqu'un qui en fait son métier, on va dire, enfin, en tout cas qui tente d'en faire son métier. Il dit « There is a plane in Hudson and the ferry going to pick up the people. Crazy ». Donc ils ont fini par récupérer les gens de l'avion, enfin une partie d'entre eux. Le ferry est arrivé, et au moment où il a posé le pied par terre, son téléphone a sonné, il commençait à sonner, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de messages. Et en fait, c'était tous les grands médias, CNN, MSNBC, Fox News, qui voulaient avoir son témoignage, parce que c'était évidemment l'actu du moment. Donc l'information, d'où elle est venue, qu'est-ce qui a joué l'alerte, qu'est-ce qui a suscité l'emballement médiatique, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, c'est ce simple tweet et cette simple photo. Vous voyez, le pouvoir des réseaux sociaux, il est là, c'est que ce petit texte et ces petites photos ont été retweetés, repartis, remoulinés, analysés, transcrits. Et c'est à partir de ça, à partir de ce machin-là, que les journalistes ont fait leur travail et ont commencé à relater l'événement. Voilà, donc ça c'est ces petits exemples sur Twitter, la cyberactiviste sur le plateau des télévisions, Janice Crumbs sur l'Hudson River, et puis tout ce que vous avez vu en tête. C'est un seul tout petit exemple de cette prise de parole généralisée, et cette prise de parole, elle est permise, hein, je pense que je ne vous apprends rien, par des coûts de publication qui sont réduits à zéro. Envoyer ce tweet pour Janice Crumbs, ça lui a coûté zéro. Enfin, on peut compter l'achat du téléphone, mais après, il a besoin d'un téléphone de toute façon. Mais le coût de publication, c'est quelque chose qui aujourd'hui est naturel pour vous. Quand il va vouloir diffuser des vidéos de la conférence, il va aller sur YouTube ou Dailymotion ou un autre site de partage. Donc c'est quelque chose de logique. Aujourd'hui, il y a 10 ans, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas la seule manière pour un amateur qui voulait faire diffuser ses vidéos, c'était des vidéos gags. Je veux dire, il pouvait envoyer ces vidéos-là, mais à part ça, quelle boîte pouvait glisser ses films pour qu'ils soient vus,